Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Voici une vidéo dans un contexte inhabituel. Je ne suis pas très confortablement installé, je dois le dire, mais je le fais vite sur le pouce. J'ai une météo défavorable aujourd'hui, pour la première fois depuis que j'ai quitté l'Europe début janvier, pour l'Asie du Sud-Est. Je suis dans les montagnes, à environ 1500 mètres d'altitude, dans les forêts de Pinus insularis, en pin donc de la région, en écosystème endémique du nord de l'île de Luzon, aux Philippines. J'ai déjà trouvé beaucoup d'espèces endémiques, dont j'ai quelques photos intéressantes. Je ne résiste pas à l'envie d'en partager une ici, de la pigriège des Philippines, qui est endémique au pays. Elle n'existe que sur 3 îles, dont celle-ci, dans les clairières d'altitude. Donc voilà, je me régale. Mais j'entends quand même parler des problèmes qui se passent ailleurs dans le monde, notamment du coronavirus. Et en écoutant quelques vidéos quand Internet me le permettait, tout en triant mes photos, je me rends compte que les médias vous racontent n'importe quoi. Tous, hein, sans exception de ce que j'ai entendu. J'ai rien entendu d'intelligent sur ce coronavirus. Non pas que toutes les informations soient strictement erronées, bien sûr. Hein, il y a des choses vraies qui sont dites. Mais c'est souvent des choses sans intérêt. Alors moi je voudrais que nous prenions du recul ensemble, même si on est au milieu de la crise, enfin au milieu, j'en sais rien, hein, peut-être qu'au début, peut-être à la fin, mais on est dedans. C'est de relativiser un petit peu ce qu'est vraiment un virus, sur ce qu'on en sait. Hein, ce sont des êtres vivants les plus simples, a priori, qu'on connaisse, et on les connaît très très mal. Bon. Alors pour prendre du recul, on va le faire de façon un peu intelligente, avec une image très parlante, qui est celle des nuisibles. Les nuisibles, c'était, il n'y a pas si longtemps, par exemple, tous les prédateurs. On disait les prédateurs sont nuisibles. Ils tuent les animaux, ils servent à rien. Et puis on s'est rendu compte qu'ils font partie d'une chaîne alimentaire, d'interaction entre des animaux, et qu'ils sont très utiles aux écosystèmes sur différents aspects. Et donc maintenant, les écologistes, les écologues je devrais dire, ou les biologistes, sont tous d'accord sur l'utilité vraiment très importante des prédateurs dans les écosystèmes, sans exception. On est passé de 100% nuisibles à 100% utiles. Bon. Alors s'il reste des gens qui les trouvent nuisibles, comme les chasseurs, c'est parce qu'ils font concurrence pour les mêmes gibiers. Mais ça n'a rien à voir avec une vision objective des écosystèmes. On a un peu suivi le même schéma avec les insectes. Hein, les insectes longtemps ont été considérés comme vraiment des nuisibles, ils nous dérangent, ils parasitent, etc. Hein. Bon, les pollinisateurs, on a compris un peu plus vite que les autres qu'ils avaient leur rôle, et maintenant on se rend compte que les insectes constituent une des bases principales de la biodiversité, qui nourrissent une grande partie des vertébrés, qu'ils ont un rôle essentiel pour les plantes, sans lesquelles il n'y aurait pas les écosystèmes qu'on connaît. En fait, ce sont des êtres extrêmement utiles, et leur disparition est une catastrophe écologique extraordinaire. Donc, encore une fois, on est passé de presque 100% nuisible à peut-être pas encore 100%, mais presque 100% utile, en tout cas aux yeux des gens qui regardent ça avec objectivité. Maintenant, il y a un point essentiel, et vous allez voir, le lien avec les virus est assez direct. Quand vous faites une monoculture de maïs, et que vous avez, ou de blé, et que vous avez des millions de criquets ou de kéléas, des oiseaux africains, hein, ou d'autres granivores, hein, je ne sais plus de mémoire quels sont ceux qui sont considérés comme les plus nuisibles. Je sais qu'il y a des tourterelles aussi, parfois, dans certains pays, qui sont considérés comme nuisibles, qui viennent par millions pour manger vos productions, mais vous les considérez comme nuisibles. Mais en réalité, pour l'écosystème, ce sont non seulement des animaux utiles, mais ce sont même des réparateurs d'écosystèmes. Pourquoi ? Eh bien, vous avez une forêt. C'est un écosystème abouti, en climax, qui produit beaucoup de biomasse, et c'est ça que veulent faire les écosystèmes. Vous coupez tout, vous faites un champ de maïs. Vous avez divisé par 5, par 10, ou plus, la biomasse. Donc vous avez affaibli considérablement l'écosystème. Évidemment, vous le faites dans votre propre intérêt, direct, à court terme. Mais l'écosystème, lui, c'est pas du tout dans son intérêt. Puisqu'il veut produire plus de biomasse, c'est que vous avez diminué considérablement sa biomasse. Donc il doit essayer de se débarrasser de cette plante invasive
qu'elle soit venue toute seule ou pas, ça ne change rien pour l'écosystème. C'est une plante qui a pris la place de tout le reste, votre maïs, votre soja, votre blé. Hein. Et lui veut s'en débarrasser pour pouvoir reconstituer une forêt. Donc l'animal qui vient et qui bouffe tout, ben, c'est un réparateur. Hein. C'est le service d'urgence qui vient recoller les morceaux le plus vite possible. Ce sont des animaux extrêmement utiles pour l'écosystème, pas pour le producteur. Donc évidemment, il est question de point de vue, mais nous ici on parle d'écosystème, on parle de biodiversité, et donc tous ces oiseaux, tous ces animaux, mammifères ou autres, insectes, sont des animaux utiles. Bon, les bactéries. Très longtemps, les bactéries ont été considérées comme la source des maladies, des pathogènes, des parasites, rien d'utile. Maintenant, tout scientifique sérieux vous dira que sans les bactéries, nous ne vivrons pas une minute. Le corps humain est totalement dépendant des bactéries. Alors, il y a en désaccord sur les chiffres, mais selon les sources, il y a de l'ordre de... C'est quelques dizaines de milliers de milliards de cellules humaines, et autant, selon certains scientifiques, jusqu'à 10 fois plus selon d'autres, de bactéries. Ah ben oui. Et toutes ces bactéries sont divisées en milliers d'espèces. Notre corps est donc en écosystème. En écosystème, entre des bactéries qui interagissent entre elles, comme dans les écosystèmes classiques, avec des concurrences, de la prédation, etc. Bon. Il n'y a rien d'inutile et de parasite là-dedans. La respiration, la digestion et plein d'autres choses ont lieu grâce aux bactéries. Donc, on avance, et maintenant on dit qu'il y a des bactéries utiles et des bactéries nuisibles, pathogènes. On fait le même mouvement qu'avec les prédateurs. On avait commencé par 100% de nuisibles, on est arrivé à 100% d'utiles. Avec les insectes, où on se rend compte qu'ils sont presque tous utiles, et en réalité ils le sont tous, vous l'avez compris. Et maintenant on fait la même chose avec les bactéries. Et regardez les virus, regardez ce qu'on dit sur Internet, ce sont des agents pathogènes, des parasites, inutiles, blablabla. Blablabla. C'est simplement parce qu'on ne les connaît pas bien. Comment voulez-vous savoir quel est le rôle réel des virus ? Alors que, selon ce que j'ai pu trouver sur Internet, on connaît de l'ordre de 5500 espèces de virus. Bon, s'il y a des sources plus récentes qui disent 6 ou 7000, ça ne change rien à ma démonstration, puisque rien que des virus qui vivent dans les cellules des vertébrés, il y aurait des millions d'espèces. On n'en connaît pas une sur 1000. Et il y aurait même des centaines de millions d'espèces de virus si on tient compte de ceux qui vivent dans les plantes et même dans les bactéries. Là où il y a des virus qui parasitent les bactéries. Voyez. En fait, on ne connaît rien. Bon, pour être un peu... pour exagérer à peine. On ne connaît rien sur les virus. Donc on les voit comme des agents pathogènes. Pourtant, je vais vous donner un exemple d'utilité. Maintenant, il faut bien écouter que l'utilité, ça dépend du point de vue. Ah ben oui. Quand on dit que les prédateurs sont utiles, ça fait aucun doute pour l'écosystème. Enfin, la proie, au moment où elle se fait manger, je ne suis pas certain qu'elle trouve que c'est très utile. Si vous vous promenez en savane et que vous faites bouffer par un lion, je ne sais pas si vous allez adorer le lion. De la même façon qu'en étant tranquillement dans votre canapé, en disant « ouais, c'est un bel animal qui est très utile ». Donc, je suis bien conscient de ça. Mais en prenant ce recul et en se disant, aux yeux de l'écosystème, quelle peut être l'utilité d'un virus, je vais vous donner un exemple très simple que vous allez comprendre tout de suite. Si vous avez une population de loups, je ne sais pas, 1000 loups, en adéquation avec une population de sangliers, 1 million de sangliers, la population de loups n'affecte absolument pas la population de sangliers. C'est comme ça les relations prédateur-proie. Par contre, s'il n'y a plus assez de sangliers, les loups vont diminuer puisqu'ils dépendent des sangliers. Bon. Maintenant, imaginez. Il se passe en feu de forêt, malheureusement c'est d'actualité, comme en Australie, dans toute la France, et presque tous les sangliers sont morts. Au lieu d'en avoir 1 million, on n'a plus que 10 000. Ça n'avait plus que 10 sangliers par loup. Bon, ben les loups, ils vont chasser, ils vont avoir du mal d'en trouver, et c'est les plus forts, les plus rapides vont y arriver, mais ceux qui ne vont pas y arriver, ben, ils vont avoir faim. Bon, on simplifie. Vous allez dire, il y a d'autres choses à manger, on va dire que les autres choses ont aussi été décimées, les lapins, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, s'il n'y a pas de mécanisme pour se débarrasser des loups, qui sont devenus trop nombreux, pas de leur faute, mais parce qu'il n'y a plus de proie, eh bien les loups vont se battre entre eux, et ils vont manger quasiment tout ce qui reste. Ils vont décimer les derniers sangliers. Les sangliers ayant disparu, il n'y aura plus de nourriture pour les loups auront disparu.
Tout le monde y perd. Par contre, dès le moment où les loups, dont nombreux sont affamés puisqu'il n'y a pas assez de nourriture, se font attaquer par un virus qui profite du fait que les êtres sont faibles puisqu'ils sont mal nourris pour créer d'énormes populations qui vont effectivement tuer une grande partie des loups, ce qu'on appelle une épidémie. Eh bien, il va y avoir tellement peu de loups qu'ils auront assez à manger avec les quelques milliers de sangliers qui restent. Et ce sont les loups les plus forts, meilleure vitesse de sprint, puisqu'ils ont réussi à attraper des sangliers que les autres n'ont pas réussi, enfin tout ça. Et donc le virus aura aidé à la sélection des meilleurs loups, aura empêché la disparition des sangliers et empêché la disparition des loups. Quand même pas si inutile finalement le virus. Bon, je sais, vous allez dire c'est très simplifié. C'est pour vous expliquer qu'il y a des mécanismes positifs qu'on peut retirer du fonctionnement des virus. Bon, et des bactéries pathogènes. Voilà. Donc, ça nous ouvre les portes vers quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il y a des virus comme ça qui apparaissent, le SRAS, Ebola, maintenant ce nouveau coronavirus, etc. Les virus, vous l'avez compris, s'attaquent. Enfin, ils vivent dans le corps, dans les cellules des animaux, entre autres, hein, enfin ces virus-là. Hein. Mais ce n'est pas leur intérêt de les faire tous disparaître, sinon ils n'auront plus de lieu de vie. Mais ils font mourir les êtres incapables de gérer leur écosystème interne, composé essentiellement de bactéries, aussi de virus et peut-être d'autres choses, hein, je ne suis pas spécialiste. Autrement dit, des individus à l'immunité défaillante. L'immunité défaillante peut venir d'une mauvaise ou sous-alimentation, comme on l'a vu avec le loup. Aussi, on a un problème. On a de moins en moins d'animaux sauvages. Ça, vous le savez tous. On en a déjà assez parlé. Je vous rappelle les chiffres pour les mammifères. Sur la masse, 61% de bétail, 36% d'humains et 3 petits pourcents pour les 5500 espèces d'animaux sauvages. Mais les virus qui vivent dans ces animaux sauvages, ça veut dire qu'ils ont de moins en moins d'espace pour se développer. Or, comme toute population, elle essaye de se développer. Donc, qu'est-ce que vont faire les virus qui vivent dans des animaux qui n'y a presque plus? Soit de disparaître, voilà sans doute qu'ils disparaissent, hein, soit de muter pour pouvoir vivre dans les cellules d'un animal abondant. Mais qu'est-ce qui reste comme animaux abondants? Presque plus d'animaux sauvages. Il reste les humains, le bétail, des animaux domestiques. Il y a une petite mouche qui revient tout le temps. Donc on va avoir de plus en plus de virus de divers animaux sauvages qui vont muter pour survivre chez nos animaux domestiques et chez nous. Mais on ne leur laisse pas le choix puisqu'on décime tous les animaux sauvages. Bon. Et quels sont les individus humains qui vont être les premiers contaminés? Ceux qui sont en contact direct avec ces animaux sauvages, évidemment. Donc ceux qui les mangent, ceux qui les braconnent, etc. Décidément, elle insiste, cette mouche. Hein. Bon. Donc c'est un phénomène tout à fait prévisible qui va continuer à exister avec des coronavirus, d'autres virus, des bactéries, tant qu'on continue à se comporter de la sorte. Il y a deux aspects essentiels que je voulais aborder avec vous. Le premier, c'est de vous dire l'apparition de ces maladies. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas imprévisible, c'est une conséquence très claire de notre mauvaise utilisation des ressources naturelles et donc du fait qu'on détruise et la biodiversité et les populations d'animaux sauvages au profit de nos activités, en particulier l'élevage. Cela provoque nécessairement l'apparition de virus. En fait, ce n'est pas l'apparition de virus, c'est l'adaptation des virus aux nouvelles conditions. C'est que faute de terrain pour pouvoir se développer, ils vont se développer là où il y a de l'espace, là où il y a de la biomasse, c'est-à-dire chez les humains et leurs animaux. Bon. La deuxième chose, c'était par rapport à vous individuellement. Dès que vous avez compris ce que je dis là, ce qui n'est pas si compliqué, vous vous dites, oui, d'accord, mais en attendant, moi, je veux me protéger quand même. Je ne veux pas être malade, certes, on est bien d'accord. Donc, il y a le côté global et le côté individuel. Mais, je vous rassure, vous pouvez éviter d'être malade. Et vous allez voir que ça va vraiment dans le même sens. Bon. Alors, précisons, hein, qu'il n'y ait pas de malentendu, je ne suis pas docteur, je ne suis pas thérapeute, et même si j'ai travaillé avec des docteurs, je ne vais vous donner aucune solution à vos maladies en termes de soins. Ici, ce n'est pas mon rôle. Par contre, je peux vous donner quelques pistes pour être en bonne santé et le rester. Ce n'est pas du tout la même chose. Des pistes que je n'ai pas inventées,
des pistes par contre que je vis au quotidien. Donc je peux vous confirmer sur mon individu que ça marche, ce qui statistiquement ne veut rien dire, mais évidemment ça me conforte dans l'idée. Mais surtout, vous donner des noms, des liens rapidement, parce qu'ici je n'ai pas beaucoup de moyens techniques pour faire une vidéo très élaborée, hein, mais des pistes pour écouter, lire ou rencontrer des gens, des vrais spécialistes, qui savent que faire. Je peux vous donner les grandes lignes et alors vous irez voir plus loin par vous-même. Mais je voudrais surtout que vous compreniez le fond. Si le docteur vous dit mangez ça, ne mangez pas ça, buvez ça, il a peut-être raison. Mais c'est intéressant de comprendre pourquoi. Comme ça, vous ne le ferez pas seulement en répétant ce qu'a dit quelqu'un, mais parce que vous comprendrez le fond. Et c'est très facile à comprendre. Il y a une information qui est manquante chez beaucoup de gens, qui est pourtant tout à fait confirmée sur le plan scientifique, hein. C'est que l'immunité provient principalement de notre intestin, qui est un organe très intelligent, qui possède d'ailleurs des neurones, qui certes a un rôle crucial dans la digestion, mais qui a un rôle encore plus crucial en termes de proportion. On lit des chiffres de l'ordre de 80-90% de l'immunité, qui est une production de l'intestin. Or, notre corps étant un écosystème, on en a parlé tout à l'heure, les interactions entre les micro-organismes qui forment cet écosystème doivent être gérées de façon intelligente constamment par l'intestin. Si on le laisse faire, il le fait très bien et vous n'avez aucune raison de craindre une surpopulation. Ce que vous appelez habituellement une maladie, c'est en fait une maladie infectieuse, hein. C'est une surpopulation d'un micro-organisme. Mais pour que cette surpopulation ait lieu, elle ne tombe pas du ciel, c'est comme l'histoire de la monoculture. On fait une monoculture, on a des surpopulations, automatiquement. C'est un mécanisme naturel constructif. Si vous gérez mal votre corps, vous aurez des surpopulations, ou, si vous préférez, des maladies. Mais si vous le gérez bien, vous n'en aurez pas. Et comment bien gérer? Eh bien, là, je l'ai dit, du côté pratique, je vous renvoie vers des thérapeutes et des médecins. Mais dans les grandes lignes, vous savez presque tout en fait, au fond de vous, enfin je crois. Nous sommes constitués pour manger des aliments naturels, pas des machins transformés avec plein d'additifs, ni avec des pesticides, donc bio au sens propre du terme. Végétaux, nous ne sommes pas des chasseurs, contrairement à ce que certains essaient de nous faire croire. Nous n'avons pas des cerfs, nous n'avons pas des canines capables de déchirer la viande, hein. Regardez les canines dans un animal principalement végétalien comme les gorilles, elles sont 5 fois plus grosses que les nôtres, hein, ça n'a aucun rapport. Donc biologiquement, on ne ressemble pas à un prédateur, mais morphologiquement, on ne ressemble pas à un prédateur, on a un intestin beaucoup trop long pour digérer les produits animaux, hein. Et pratiquement, si vous allez voir des grosses études, comme il y en a une qui est connue, qui s'appelle The Chinese Study, sur des dizaines de milliers d'individus qui montrent qu'effectivement, les gens qui ne consomment pas de produits animaux sont en meilleure santé que ceux qui en consomment, ce qui est tout à fait logique. Donc, vous avez un faisceau de preuves convergentes vers le fait que nous devrions manger que des végétaux, crus, alors en partie, alors par exemple, je vous ai dit que je vous renverrai vers des thérapeutes. Exemple concret, le docteur Romy Paredes, avec lequel j'ai travaillé, qui est basé à Cebu, aux Philippines. J'y suis, profitons-en. Enfin, je ne suis pas sur Cebu, hein, mais je suis aux Philippines. Eh bien, lui, il dit au moins 50% de cru chaque jour. Moi, actuellement, c'est juste mon exemple, hein, je mange le matin et le soir cru. Et le midi, parfois aussi. Ou alors, une petite soupe de lentilles avec des pommes de terre. J'aime bien de me faire plaisir comme ça aussi, hein. Bon. Si vous écoutez par exemple Irène Grosjean, ce qui vous permettra d'écouter du français, alors que Romy Paredes ce sera en anglais ou en taglish, hein, en mélange d'anglais avec quelques mots de tagalog, mais enfin ça ne vous empêchera pas de comprendre. Elle préconise 100% de cru. Bon après, c'est comme tout, hein. Vous allez un peu plus loin, un peu moins loin, et puis vous écouterez votre corps. Hein. Bon, je vous laisse aller voir ces spécialistes, mais en tout cas, clairement, cuire les aliments diminue la quantité de nutriments utile à notre organisme. Donc ça peut créer des carences. Soit dit en passant, la cuisson est parfaitement en lien avec avec le régime qui est devenu omnivore, qui était principalement végétalien et qui a inclus de la viande,
Comme la viande ne nous convient pas, on la cuite pour pouvoir parvenir à la digérer plus ou moins. Hein. Donc la cuisson et l'alimentation carnée sont directement liées. Bon. Donc, vous visez des aliments frais, bio, crus, végétaliens, un maximum, voire 100% hein, si vous pouvez. Ben, votre immunité fonctionnera parfaitement. Vous n'aurez pas besoin d'antibiotiques, vous n'aurez pas besoin de vaccins, vous n'aurez pas besoin d'antiviraux. Vous n'aurez besoin de rien, vous serez simplement en bonne santé. Ce sera un choix de votre part. Tandis que maintenant, vous êtes peut-être en bonne santé, en mangeant de la viande, en mangeant des sucres industriels, en fumant. Mais vous jouez à la roulette russe. Ça peut vous tomber dessus n'importe quand. Alors vous essayez de vous en protéger avec des masques, avec des désinfectants, etc. Mais ça peut quand même arriver. Tandis que moi, non. Ça ne peut pas arriver alors que désinfectant, si je trouve là une racine qui m'intéresse, qui traîne par terre, je vais la manger, je ne vais pas la laver, j'aurai rien, je le sais. Ça fait 20 ans que c'est comme ça va. Donc, encore une fois, hein, statistiquement, mon exemple ne vaut rien. Je vous en parle évidemment avec passion parce que je le vis. Mais allez voir des docteurs, allez voir ce qu'ils disent. J'ai travaillé par exemple avec 2 docteurs de Kampala, docteur Sali et docteur Mathias, qui recommandent la même chose. En fait, tous les vrais thérapeutes qui veulent que vous soyez en bonne santé, pas ceux qui veulent que vous soyez leur patient à vie, hein, eh bien, ils vous recommandent la même chose, hein, puisqu'ils vous recommandent ce qui est vrai. Hein. Eh bien, eux, donc, ils recommandent cette alimentation végétale, fraîche, etc. Il y a tout ce qu'il faut en Ouganda. Donc, ils disent à leurs compatriotes, vous n'avez aucune excuse pour continuer à manger des produits laitiers, des œufs, du poisson, de la viande, ça n'a pas de sens. Des trucs industriels importés, alors que vous avez tout qui est frais, qui pousse dans votre jardin, ça n'a pas de sens. Hein. Eh bien, ils constatent que leurs patients qui suivent les recommandations, comme moi d'ailleurs, hein, n'ont pas de malaria. J'ai vu avec mon équipe, hein, ils avaient tous sauf une employée, les autres avaient une malaria annuelle. Et puis ceux qui ont bien voulu suivre les recommandations et profiter de mon restaurant où ils pouvaient manger végétal comme ils le souhaitaient, ben, ils n'ont plus de malaria. Mais ça, les docteurs, ils le savaient, ils n'avaient pas besoin de faire l'expérience. Hein, c'était juste une confirmation directe. Hein. Donc ils ont fait des statistiques parce qu'ils ont des milliers de patients. Et c'est aussi très important, ce que je vous dis là. Parce qu'on entend dans les vidéos, ouais, écoutez, les charlatans qui vous disent vous n'avez qu'à manger de l'ail et de l'oignon cru et vous serez en bonne santé, vous n'aurez pas le coronavirus. Évidemment que c'est faux. C'est pas un aliment miracle qui va empêcher un virus d'entrer. Mais la tendance, c'est que oui, si vous remplacez votre mauvaise alimentation par du cru au quotidien, progressivement, c'est là que je vais en venir, ce ne sera pas du jour au lendemain, hein, vous pouvez atteindre une situation où le virus n'est plus un problème pour vous. Et ça prend combien de temps? Ah, eh bien les docteurs ougandais, ils m'ont donné des chiffres. Je les crois sur parole ou pas, mais voilà, ça vous donne un ordre de grandeur. Hein. Il faut d'abord faire un lavement. Ah oui, parce que vous avez accumulé de la mauvaise nourriture, des produits chimiques, etc. Le corps ne peut pas s'en débarrasser si facilement, il faut l'aider. Alors les docteurs ougandais Sali et Mathias utilisent de l'aloe vera, des lavements à l'aloe vera. Le docteur Paredes à Cebu, il utilise la même chose que le docteur Gerson, celui qui a inventé le concept, des lavements au café. Vous irez voir, hein, il y a plein d'informations sur Internet. Moi, tous ces côtés thérapeutiques, c'est pas à moi de vous en parler. Hein. Et alors, Irène Grosjean, je ne sais plus, elle propose, le chlorhumagène et l'huile de ricin. Bon, alors certains disent des choses, voilà, vous irez voir. Hein. Moi, personnellement, quand j'ai fait un tour et que je sais que j'ai accumulé, parce que vous savez, le monde est pollué, hein, manger parfaitement, c'est pas possible. Donc même en faisant tous les efforts, il y a quand même des choses voilà, qui sont dans le compromis. Hein. Il faut aider le corps à les évacuer. Moi, j'utilise pour l'instant les lavements Gerson au café. J'en suis très content. Ah oui, il y a aussi les lavements au sel marin. Je l'ai vu en médecine ayurvédique. J'ai essayé. J'ai une amie qui a essayé aussi. Et chez l'amie, c'était super. Et chez moi, j'ai pas aimé, ça m'a pas convenu. Bon, voilà. Ça, vous verrez ce qui vous convient. Vous verrez avec d'autres personnes, avec toutes ces sources que vous trouverez facilement sur Internet. Bon. Alors, quand vous avez aidé le corps à se nettoyer le plus gros, et que vous commencez à manger bien, je rappelle, crudis végétalien, ou crudis souvent, végétalien toujours,
Bio, le maximum, le moins pollué, le moins pulvérisé possible. Hein. Frais, hein, pas des trucs, et puis pas des trucs transformés, hein, des trucs tels qu'ils sont, un maximum. D'après les docteurs Sally et Mathias, en moyenne, leurs patients, il leur faut 47 semaines pour que leur immunité soit au top. Bon, ça vous donne un ordre de grandeur, hein, prenez pas ça au pied de la lettre. J'en ai parlé avec le docteur Paredes quand je travaillais pour lui en 2017. Et il m'a dit, écoute, c'est un ordre de grandeur qui me convient, mais moi je trouve que c'est tellement variable en fonction de l'âge de l'individu, de ce qu'il a accumulé. Il dit ça peut être beaucoup plus court, ça peut être quelques semaines chez certains, mais ça peut prendre des années chez d'autres. Que voilà. Mais oui, c'est un ordre de grandeur. Voilà. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est deux choses. Un, ne pas paniquer pour ce virus, hein, c'est quand même très peu de victimes par rapport à la grippe, aux accidents de voiture et à plein d'autres choses. Hein. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est de réfléchir à votre mode de vie, parce que justement, ce mode de vie qui vous permettra d'avoir une immunité où vous serez aussi confiant que moi, vous n'aurez pas peur de croiser une personne et même de dormir avec cette personne qui aura attrapé le coronavirus. Et alors, aucun problème pour vous, confiance absolue dans votre immunité. Vous pouvez arriver là, en quelques mois ou années, on va dire, hein, bon, à condition d'avoir un mode de vie qui est tel qu'en plus, c'est le mode de vie qu'il faut pour mettre fin à l'extinction de masse, à mettre fin à la disparition des populations animales et à mettre fin au réchauffement climatique. J'en ai parlé hein, dans une vidéo. Ça n'a pas changé, ça a été au contraire confirmé largement par diverses publications scientifiques. Et aussi mettre fin à la famine, puisqu'il y a toujours 10% de l'humanité environ qui ne mange pas à sa faim, et donc qui sont sensibles aux maladies. Alors au lieu d'aller les vacciner, c'est pas un problème de les vacciner. S'ils mangeaient bien, ils ne seraient pas malades. Hein. Donc voilà, ça commence, premier pas, végétalisme, ça c'est vraiment la base de tout, le climat, la biodiversité, la famine, la santé, tout. Le bio, bah oui, on va arrêter les pesticides quand même, il est temps. Hein. Je crois que les effets négatifs ne sont plus du tout discutables sur la santé, sur l'environnement, enfin bon. Et alors, beaucoup de crues. Alors je vous ai dit, le docteur Paredes, c'est plutôt au moins la moitié, Irène Grosjean va dire 100%. Ah oui, Sally et Mathias, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient le plus souvent possible, ils ne donnaient pas de chiffres. Hein. Voilà, donc aller dans ce sens-là le mieux possible, quoi, en écoutant votre corps, en voyant comment vous vous sentez, etc. Hein. Bon. Et un minimum de nourriture transformée, hein, la nourriture naturelle telle qu'elle est produite, est celle qui vous fournira évidemment le plus de nutriments nécessaires, que vous n'ayez pas de carence, et quand vous alimentez convenablement votre corps, il pourra produire l'immunité souhaitée, une immunité de fer, dans laquelle vous aurez confiance, une confiance qui augmentera votre joie de vivre et votre champ d'action, votre champ de possibilités, qui ne sera plus, si elle l'est, limité par une peur consciente ou inconsciente. Voilà, je vais terminer ici parce que je voulais cette vidéo courte. Désolé de ne pas avoir rajouté beaucoup de liens et de photos, tout ça dans la vidéo. Je n'ai pas accès ici à une connexion et à toute la technologie nécessaire. Je remercie tout le monde qui m'écoute, surtout ceux qui m'écoutent jusqu'à la fin. Et près de 100 nouveaux inscrits à ma chaîne depuis la dernière vidéo, qui date d'il y a plus d'un mois. Ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a un intérêt à mon travail. À bientôt, à toutes et à tous.